Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui est aujourd'hui à Genève, qui reçoit M. Elhadj Assi. Elhadj Assi, c'est le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. M. Assi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Votre fédération ne semble pas très bien connue dans nos pays en Afrique. En quoi consiste-t-elle et quel est son travail? Cette fédération a été créée en 1919 sous le label de la Ligue des sociétés de Croix-Rouge, qui à l'époque faisait référence à la Ligue des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Aujourd'hui, elle compte 190 membres, donc présents dans 190 pays, 17 millions de volontaires dans les communautés, qui travaillent en permanence pour essayer de répondre aux besoins d'urgence en apportant des secours aux populations les plus démunies, mais également aussi quand il y a des chocs qui affectent ces populations, de pouvoir coordonner au niveau régional et international et mettre en œuvre un programme d'urgence à une échelle qui peut être comparable à l'échelle donc des chocs et des catastrophes auxquelles nous faisons face. Le travail, bien entendu, s'inspire du mouvement de la Croix-Rouge, qui est né des cendres d'une bataille d'il y a plus de 150 ans, qui était la bataille de Solferino. Et à l'époque, le fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, s'est rendu compte que même dans la misère, même dans la bataille, on peut avoir un brin d'humanité, à savoir respecter l'autre combattant, prendre soin de ceux-là qui sont blessés et accompagner les personnes qui sont décédées de manière digne vers leur demeure ultime. Et donc, ce sont principe qui a continué à nous guider, ce principe qui est centré sur l'humanité, à partir duquel principe d'autres sont venus se greffer, notamment travailler de manière indépendante, se baser sur le volontariat, nous unifier, être neutre et ne pas prendre parti pour pouvoir agir sur tous les champs et dans tous les contextes. Et ceci donc fait aujourd'hui de notre fédération la plus grande entreprise humanitaire, le plus grand réseau humanitaire, donc qui est présent un peu partout dans le monde, dont, bien entendu, en Afrique, où nous avons un bureau régional qui opère à partir de Nairobi, mais également aussi des bureaux sous-régionaux, comme un implanté à Dakar, qui s'occupe des pays du Sahel. Et en plus, si un pays est affecté de manière extraordinaire, comme ça a été le cas pour les pays comme la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, à travers l'épidémie d'Ebola, nous créons des implantations nationales pour pouvoir mieux les accompagner. Donc, il s'agit d'être là-bas à tout moment auprès des populations qui sont dans le besoin et les accompagner à faire face à leurs besoins de l'heure. Et tout cela centré sur la mère de tous nos principes fondamentaux, qu'est l'humanité, cette humanité que nous partageons et qui nous incite à travailler ensemble. Souvent, les gens disent que ces organisations humanitaires ne se font pas dans la prévention. Ils interviennent au moment où il y a la catastrophe. Et c'est souvent très difficile de gérer ce genre de questions. Vous savez, pour le mouvement Croissant-Rouge et Croix-Rouge, les catastrophes arrivent et nous y trouvent déjà. Donc, on n'a pas besoin d'aller intervenir parce que nous vivons et opérons au sein même des communautés qui sont affectées. D'où les 17 millions de volontaires dont je parlais tantôt. Donc, nous pouvons dire qu'on est peut-être un des rares à pouvoir prétendre être là-bas quand ça se passe, y rester après et continuer à accompagner les populations. Et ça, c'est une source fondamentale parce que ce n'est pas au milieu d'une catastrophe qu'on peut bâtir la confiance entre les communautés. Ce n'est pas au milieu d'une catastrophe qu'on peut bâtir les partenariats qui puissent être durables et à long terme. Parce que dans le feu de l'action, dans le feu de l'urgence, on est tous concentrés à essayer d'éteindre le feu. Donc, être là-bas avant, y être durant et après, ça c'est un des temps forts et vraiment des avantages de notre mouvement. En plus, on a appris également aussi avec le temps qu'il y a certains chocs qui sont naturels, mais nous ne sommes pas devant la fatalité que tous ces chocs naturels deviennent de facto des catastrophes naturelles. Si on est préparé à l'avance,
Si on intervient dans des programmes de réduction de risques, de prévention, d'alerte précoce, de réponse précoce, et également aussi de rester et renforcer les capacités des populations afin qu'elles aient la possibilité de résister aux chocs futurs quand ces derniers interviennent, on peut parvenir, ce faisant, à réduire les besoins. Parce que, année après année, nous retrouver dans les mêmes champs, couvrir des besoins de centaines de milliers de personnes, et l'année d'après, on revient, on y ajoute 20 000, ainsi de suite. Ceci est certes peut-être une bonne couverture dans l'urgence, mais dans une perspective de réduction de risque, ce n'est pas la meilleure approche. La meilleure approche consisterait au fait que si on intervient cette année et on couvre les besoins de 100 000, si le prochain choc arrive, qu'on n'ait pas 100 000 personnes qui soient dans le besoin. Et cela est possible. Et les soi-disant catastrophes naturelles sont certes des chocs naturels, mais ce n'est pas fatal donc qu'ils soient fondamentalement donc des catastrophes naturelles. On peut faire quelque chose donc à ce niveau. Et heureusement, il y a maintenant une prise de conscience beaucoup plus élevée et de plus en plus d'acteurs qui s'investissent donc dans ce même sillage. Ce faisant, on rencontre un certain nombre de difficultés, notamment en ce qui concerne les financements. Il est beaucoup plus facile de mobiliser des ressources quand il y a une catastrophe, quand on voit qu'il y a des maisons qui sont submergées par l'eau, quand on voit des enfants qui sont mal nourris. Et donc les gens sont beaucoup plus émus, et les États également aussi mesurent l'ampleur de la situation en ce moment. Il est très difficile encore aujourd'hui d'investir ou bien de faire investir aux gens pour une catastrophe qui n'est pas encore survenue. Mais nous devons, bien entendu, de faire tous les efforts possibles pour qu'on investisse aujourd'hui afin d'avoir la situation qu'on veut avoir demain. Mais sinon, ça va être de manière très réactive et ne serait pas la manière la plus durable pour la réduction des risques de vulnérabilité. Pour revenir à ce qui s'est passé en Guinée avec la maladie Ebola, beaucoup estiment que les humanitaires, quand ils sont venus sur place, ils n'ont pas trouvé sur place un système sanitaire efficace pour lutter contre la maladie. Il y avait beaucoup de résistance. Vous savez, le système sanitaire en santé, les systèmes de santé, donc le système de santé en Afrique, donc je voulais dire, ont souffert pendant plusieurs décennies donc d'un certain nombre de dysfonctionnements. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues, en fait. On avait promis la santé pour tous à l'an 2000. Où en sommes-nous? On avait promis les soins de santé primaires, l'initiative de Bamako, on s'en rappelle. On avait promis ce qu'on avait appelé la déclaration d'Abuja, que les pays contribueraient à hauteur de 15% de leurs budgets nationaux pour répondre aux défis sanitaires. Ces promesses n'ont pas été tenues. Et la paupérisation aidant, l'urbanisation rapide et l'exode rural, les populations se sont retrouvées dans des situations sanitaires qui ne sont pas viables. Donc ce qu'on appelle les systèmes de santé, c'est en fait des systèmes de santé qui sont très fragiles. Tellement fragiles qu'ils n'ont pas pu résister aux chocs comme Ebola, qui était survenu pour la première fois en Afrique de l'Ouest, une nouveauté, et qui était survenu pour la première fois en zone urbaine, une autre nouveauté. La combinaison de ces deux facteurs maintenant révèle tout un ensemble de dysfonctionnements et révèle également aussi les faiblesses du système de santé. Et les acteurs et les personnels de santé qui étaient en première ligne ont été malheureusement les premiers à payer un grand prix et ensuite payer de leur vie en prenant soin des autres. Et donc cet effet révélateur a fait que non seulement il fallait intervenir pour essayer de faire de la prévention, prendre soin des personnes qui sont affectées, mais également aussi prendre soin des personnes qui sont décédées, parce que la voie de transmission qui était donc la plus brûlante, c'était en fait quand les gens prenaient soin des personnes décédées. Et donc, ce faisant, ils s'infectaient. Nos volontaires qui étaient là et qui avaient gagné la confiance des communautés ont pu avoir donc cette tâche extrêmement difficile de conduire ce qu'on a appelé les enterrements dignes.
Il ne s'agissait pas, comme je disais à l'époque, de gérer des cadavres, mais de manière digne, enterrer les gens et le faire également aussi de manière sûre pour que la chaîne de transmission donc, soit brisée. Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Il faut renforcer les systèmes de santé, bien entendu, pour qu'ils puissent résister aux chocs futurs. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant encore. Il faut également aussi éduquer, former le personnel de santé en nombre suffisant, les motiver. Les motiver, ce n'est pas seulement leur salaire, mais également aussi leur donner les moyens de pouvoir travailler. Rien n'est plus frustrant pour un personnel de santé que se retrouver dans son centre et il n'y a même pas de médicaments à donner aux patients qui viennent. C'est également aussi renforcer les mesures de prévention au niveau des communautés. Parce que les épidémies commencent aux communautés et finissent dans ces mêmes communautés. Donc, il faudrait que les capacités des communautés soient renforcées. Et enfin, je pense, il faut que ce lien entre les États, les gouvernements et leurs propres communautés soit renforcé pour que les investissements nécessaires soient faits, mais également que les promesses qui sont tenues au niveau international et national soient mises en œuvre. Et ceci contribuera certainement à renforcer la confiance dont on a besoin, les partenariats dont on a besoin et, chemin faisant, la résistance aux chocs futurs. La maladie Ebola avait causé beaucoup de peur et d'inquiétude en Afrique de l'Ouest, surtout en Guinée. Le gouvernement guinéen a déclaré qu'il y a maintenant zéro Ebola. Est-ce que vous êtes sûr que ce zéro Ebola dont on parle est une assurance qui est prise cette maladie? Nous travaillons de manière très étroite avec l'Organisation mondiale de la santé, avec CDC, qui est donc le centre de contrôle des maladies et des infections des États-Unis, avec Médecins sans frontières, qui ont été les acteurs avec nous sur le terrain pendant la grande crise. Et donc, on a tous suivi de manière très, très rapprochée et très étroite jusqu'au dernier cas qu'on a pu relever et malheureusement aussi jusqu'à la dernière personne décédée que nos équipes ont prise en charge donc, et enterrée. Et ainsi, on est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas de cas d'Ebola dans aucun de ces pays, donc ni dans la zone. Cependant, il faut demeurer vigilant parce que les systèmes sont toujours fragiles. Il faut demeurer vigilant parce que avec l'urbanisation rapide, on entre de plus en plus dans la faune et dans la flore qui étaient assez exclusives et réservées. Et dans cette faune et flore, il y a encore des virus et des bactéries avec lesquels les animaux vivent et survivent. Mais nous, les humains, si on attrape ces mêmes virus, donc on ne pourra pas survivre. Donc ça pose un problème de protection de l'environnement, un problème d'urbanisation contrôlée, donc un problème également aussi, surtout, de soins de santé primaires de base et de partenariat avec les communautés en termes de surveillance notamment. Parce que la surveillance épidémiologique, ce n'est pas seulement donc, les méthodes modernes épidémiologiques qui sont tout à fait utiles et nécessaires, mais c'est également aussi à travailler avec les communautés qui sont les premiers à savoir que peut-être il y a des signes nouveaux donc, qu'ils ne voyaient pas avant. Il y a beaucoup plus d'animaux qui meurent par rapport à l'année dernière. Il y a beaucoup plus de personnes qui tombent malades. Et ça, c'est des informations qui sont extrêmement importantes, qui, si elles sont reçues à temps, donc peuvent permettre d'avoir donc des mesures qui soient idoines pour une meilleure prévention et limiter également aussi les chocs donc, quand ça survient. Est-ce que c'est facile de travailler dans des pays où tout est prioritaire, où aujourd'hui, au-delà de la santé, il y a toutes les questions fondamentales qui se posent à ces pays, l'éducation, des questions de pauvreté? Ce n'est pas facile, mais la difficulté, c'est plutôt la source de motivation. C'est justement parce que c'est difficile dans ces pays qu'on a le plus besoin de nous dans ces pays. C'est justement parce que c'est difficile dans ces pays qu'il faudrait être beaucoup plus novateur, qu'il faut s'engager donc davantage et qu'il faut accompagner davantage les populations. En effet, il y a beaucoup de choses qui sont prioritaires et c'est très difficile parfois donc de prioriser parmi ces priorités-là. Mais, vous l'avez bien dit, il y a certaines de ces priorités qui restent et qui demeurent. L'éducation, c'est primordial. Pas seulement pour la formation en termes d'alphabétisation et de numérisation,
mais aussi donc en termes de comportements qui soient les comportements pour une meilleure santé, la prévention, des comportements qui soient plus civiques, bon, pour une socialisation beaucoup plus digne et des sociétés beaucoup plus cohésives, et également aussi une citoyenneté qui soit active et productive. Et l'éducation est un des moyens pour parvenir à cela. La santé, bien entendu. S'il n'y a pas donc de santé, tous les gains qui étaient acquis donc risquent d'être remis en question. Et la santé, ce n'est pas seulement une action sociale, c'est un investissement économique pour que les gains qu'on a eus dans l'éducation, couplés avec la santé, puissent donc arriver à un développement économique au niveau local comme au niveau donc international. Je pense que voilà deux priorités donc qui, de toute façon, quelle que soit la manière dont on décline les objectifs, vont rester toujours au centre, et c'est la raison pour laquelle également vous trouverez ces priorités dans beaucoup de programmes de développement et de programmes humanitaires. Est-ce que vos tâches n'est pas rendu difficile au moment où le personnel soignant dans nos pays, en Afrique, au Sénégal, ne sont pas motivés, préfèrent aller travailler à l'extérieur? En France, par exemple, si on regarde bien, il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Oui, ça c'est une réalité qui s'est produite à travers beaucoup de décennies, et on se retrouve malheureusement avec cette situation-là. Donc, renforcer les capacités au niveau local, motiver les personnels de santé et de l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Et comme je disais tantôt, c'est pas seulement le gain pécuniaire qui pousse les gens souvent à aller ailleurs. Bien entendu, ils veulent toujours gagner leur vie, tout le monde en a droit, mais c'est également aussi avoir les moyens de faire son travail comme il faut. Arriver dans son centre, arriver dans son hôpital, avoir le matériel qu'il faut pour poser un bon diagnostic, avoir le matériel qu'il faut pour avoir un laboratoire qui fonctionne, pour pouvoir aussi aider quand les gens sont devant vous et que vous pourriez au moins leur donner quelque chose qui puisse les soulager. Ça, c'est une satisfaction personnelle que les personnels de santé également cherchent. Donc, quand on parle de motivation, souvent, on a tendance à réduire ça au salaire, qui est important. Les gens doivent être payés, ils le méritent. Mais en plus, investissons dans la santé, en matériel, en infrastructure, pour que les gens ne soient pas confrontés avec des patients qui sont là et qu'ils sont tout à fait, ils n'ont pas de pouvoir devant eux et ils n'ont rien à faire. Et ça, c'est une très grande frustration. Et nous devons tous ensemble, les États, la communauté internationale, les programmes de développement, les programmes humanitaires, nous devons tous ensemble conjuguer nos efforts pour que chacun donc joue sa partition et apporte donc sa petite brique donc dans la construction de cet édifice sanitaire qui nous permettra nous tous donc d'être en bonne santé. Tantôt nous parlons de problèmes de moyens. On a entendu beaucoup de critiques par rapport aux humanitaires et tels que votre fédération qui travaille pour lutter contre certaines maladies. En Guinée, le président guinéen a clairement dit que l'argent qui est dégagé par la communauté internationale servait plus à acheter un budget de fonctionnement, de véhicules, que d'investir directement sur les malades. Oui, on entend souvent ce genre de remarques. Mais, voyez-vous, les gens n'achètent pas des véhicules pour aller se promener en Guinée forestière ou bien dans les zones rurales du Libéria ou bien de Sierra Leone. Ça n'a pas de sens. Les gens achètent des véhicules pour transporter des malades. C'est des pick-up, c'est des Toyota. Ce ne sont pas des véhicules de luxe. Les gens achètent des véhicules, comme ça est notre le cas, pour assembler des corps et aller les enterrer. Donc ensuite, il y a certains peut-être qui ont des véhicules de liaison pour parcourir des milliers et des milliers de kilomètres, donc pour essayer d'aller atteindre ces populations, donc qui, par ailleurs, ne sont même pas visitées ni par le secteur public, ni par le secteur privé. Je peux vous donner un exemple en termes donc de logistique. Il a fallu avoir une plateforme à Dakar, à part notre bureau de Dakar, et j'en profite pour remercier le Sénégal et l'État du Sénégal, qui a accueilli tous les véhicules qu'on avait commandés et ont mis des plaques diplomatiques sénégalais qu'on a conduits de Dakar jusqu'à Kenema, en Sierra Leone, jusqu'à Guékédou,
en Guinée pour pouvoir donc faire ce travail. Et une fois le travail terminé, ces véhicules ont été donc remis à disposition dans d'autres programmes d'urgence. Maintenant, dans ce qui concerne les investissements au bénéfice des malades, c'est quoi? C'est les prendre en charge et les soigner. On en a soigné pas mal. Malheureusement, on en a perdu beaucoup à cause donc de la virulence de cette épidémie qui était nouvelle. Maintenant, il faut des investissements à long terme. C'est dans les systèmes de santé, dans les infrastructures. Et ça, ce ne sont pas des investissements qui viendront des actions d'urgence. C'est des investissements des programmes de développement. Donc l'allocation des États à travers leurs propres budgets nationaux, les investissements à travers les banques de développement et les programmes multilatéraux et bilatéraux de développement qui vont y contribuer. Je pense que c'est avec tous ces efforts qu'on parviendra à renforcer les systèmes de santé. Il faut beaucoup d'investissements dans les programmes de santé. Vous l'avez dit tantôt. Aujourd'hui, une question se pose à travers le monde. C'est l'élection de M. Donald Trump comme président des États-Unis, qui veut recentrer l'action des États-Unis sur son pays, faire ce qu'il appelle l'isolationnisme. Est-ce que cette politique prônée par M. Donald Trump peut affecter les programmes de santé, puisque les Américains aussi participent beaucoup dans les programmes de santé? George Bush, étant président républicain, avait beaucoup investi dans le compte de sida en Afrique. Tout à fait. Je crois que les différentes administrations américaines ont contribué de manière vraiment substantielle au programme de santé et nous devons tous les remercier. Et ils le font aussi pour deux raisons. D'abord, pour participer à la solidarité internationale, mais la santé, notamment les épidémies et les pandémies, donc, sont également aussi des investissements qu'on fait pour se protéger soi-même. Parce que quel que soit le lieu où ces épidémies se passent, si ce n'est pas traité là-bas, on peut être à 6000 km dans un monde aussi global que le nôtre, on ne sera pas sauvé. Donc, c'est aussi un intérêt pour l'ensemble de ces États à continuer à investir dans la santé qui, seulement quand elle sera une santé pour tous, va pouvoir prévenir donc et sauver tout le monde. Bon, donnons maintenant la chance au nouveau président d'arriver et à son administration donc de voir comment ceci va donc se concrétiser et comme ça a été le cas jusqu'à présent, nous avons espoir que ça va continuer dans la même direction. Mais est-ce que ces positions ne vous inquiètent pas en tant qu'organisation internationale par rapport au financement, au programme? Bon, voyez-vous, nous, on n'est jamais inquiets par des positions d'un candidat en campagne. Donc, c'est seulement quand les gens seront dans les rênes du pouvoir et qu'on verra de manière concrète ce qui se fait ou pas, donc on aura peut-être raison de s'inquiéter ou pas. Pour revenir à votre fédération aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aborde la question du volontariat, ceux qui travaillent de façon volontaire, comme vous l'avez dit dans ces programmes. Comment cela s'articule? Vous voyez, merci de me poser cette question et vraiment de me permettre d'exprimer encore une fois mon appréciation, mon admiration, mes remerciements à tous nos volontaires. Ils sont 17 millions donc, qui travaillent et de toutes les catégories sociales, des gens qui sont mus tout simplement par la volonté de donner donc, de leur, donc, pour leur communauté, que ce soit leur savoir, leur temps, leur expertise, ou tout simplement leur force. Et tout ceci donc permet d'être sur la ligne de front très tôt quand il s'agit d'appuyer. Et donc nous les encadrons en leur donnant une formation, nous les encadrons en les protégeant parce que travaillent dans des situations extrêmement difficiles, les protéger en équipement, les protéger aussi de manière sécuritaire. Nous leur donnons également aussi la possibilité d'échanger donc entre eux et à travers le volontariat, on leur donne des petites bourses qui leur permettent aussi de se prendre en charge pendant les moments où ils sont sur le terrain. Et au-delà des phases aiguës donc, de l'urgence, on les aide également à pouvoir continuer, que ce soit dans leur formation initiale ou bien de capitaliser à partir de leur expérience de volontariat pour avoir un cheminement professionnel qui pourra également leur servir. Maintenant, le monde étant ce qu'il est, les zones étant beaucoup plus troubles qu'avant, malheureusement, nos volontaires payent un grand prix. Nous en avons perdu plus de 50 en Syrie, plus d'une dizaine au Yémen. Et à chaque fois qu'il y a un conflit ou un choc, étant donné que nos volontaires sont en première ligne,
ils payent également aussi un lourd tribut donc, par rapport à ces chocs. Et c'est un moment de vraiment nous pieusement incliner auprès de ceux-là qui sont partis et réaffirmer avec force devant ceux-là qui travaillent avec nous que nous serons tout le temps à leur côté pour leur donner tout le soutien qu'il faut afin qu'ils puissent continuer cette entreprise humaine et humanitaire donc qu'est la nôtre. Vous êtes sénégalais, nouveau secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Quelle est l'appréciation que votre pays a de cela? Oui, nos pays, d'abord, nous sommes là parce qu'on doit beaucoup à nos pays, produire de l'école publique, donc sénégalaise, ce qui semble être banal, mais qui ne l'est point. Et peut-être plusieurs d'entre nous aujourd'hui, dans ces positions, si on n'avait pas besoin de l'école publique gratuite donc, du Sénégal, on ne serait pas là, premièrement. Deuxièmement, aussi, partout où nous travaillons, bon, on sert aussi nos propres pays, d'abord à travers notre présence. Nous avons une Croix-Rouge nationale, nous avons notre bureau régional, la Croix-Rouge qui est basé à Dakar, et également aussi nous utilisons Dakar et le Sénégal comme plateforme. Et là, j'en profite pour aussi remercier donc, mon pays pour toutes ces facilités qu'il apporte à notre mouvement et à toutes les autres organisations humanitaires qui opèrent à partir du Sénégal pour pouvoir répondre donc, aux défis qui se posent dans la sous-région et en Afrique. Comment voyez-vous l'avenir de la Fédération aujourd'hui en tant que nouveau secrétaire général? Votre vision à vous, c'est quoi? Ma vision s'articule en toute humilité, d'être là-bas tout le temps. Et là, je mets un accent particulier sur tout le temps, auprès des populations qui sont dans le besoin pour les accompagner à faire face à leurs besoins de l'heure. La tâche est certes énorme, mais c'est justement parce qu'elle est énorme qu'on a besoin de nous. C'est justement parce qu'elle est énorme, donc les principes fondamentaux que sont l'humanité que nous partageons, la solidarité entre les êtres humains, être impartial et neutre pour pouvoir se mettre au-dessus de ce qui divise et afin de rassembler les gens, nous pensons que ceci peut être une belle contribution à une cohésion sociale, une belle contribution à un monde meilleur et un monde où la paix va régner au bénéfice de tous. Quelle est la touche personnelle que vous voulez apporter à cette organisation? C'est, je pense, respect et humilité. Et c'est des principes que je crois que vous reconnaîtrez, donc qui émanent bien du pays dont je viens et de la culture dont je viens. Et je pense que ce sont deux principes qui aident et qui, j'espère aussi, apporteront une touche particulière à cette mission qui est la mienne aujourd'hui. Elhadj Assi, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous, qui suivez cette émission avec nous. Au revoir.